Bonjour à tous, nous sommes le 28 septembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippoliink où vous pouvez faire un don ponctuel ou acheter l'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur notre chaîne Telegram. Donc si vous voulez ne rien rater, c'est là-bas que ça se passe. C'est gratuit, abonnez-vous. On va passer, comme d'habitude, à la partie que vous préférez, à savoir la carte militaire. Alors, voici la carte générale. On va commencer très au nord, dans la région de Soumy, qui est ici. Puisque l'armée russe a officiellement annoncé la prise de contrôle du village de Yunakovka, ici. Alors en fait, le plus gros du village était déjà en fait sous contrôle de l'armée russe depuis déjà plusieurs semaines. Mais il restait quelques petites rues là au sud qui n'étaient pas encore sous son contrôle et qui viennent de passer son contrôle, les toutes dernières. Donc ils ont fait l'annonce officielle seulement une fois que ces dernières petites rues étaient parfaitement sécurisées. Donc il faut savoir que c'est depuis ce village de Yunakovka que l'attaque ukrainienne de l'année dernière sur la région de Koursk, qui est entre autres la ville de Soudja, eh bien, avait été menée. Donc ça, pour l'armée russe, c'est un point important pour eh bien, sécuriser la frontière de la région de Koursk. Alors, si on descend un petit peu jusqu'en région de Kharkov. Alors, à Volchansk, l'armée russe a progressé. Alors, non pas dans cette zone-là où on s'y serait attendu, mais ici. C'est-à-dire que l'armée russe a franchi la rivière, non pas du nord vers le sud, mais littéralement de l'est vers l'ouest. Ou plus exactement le sud-ouest. Et donc ils ont pris le contrôle de toute cette zone-là que vous voyez, là, cette espèce de petite avancée, là, ici, et la zone autour de la gare de Volchansk. Donc l'armée russe progresse dans cette zone-là, elle n'a toujours pas totalement pris le contrôle de Volchansk, mais ça avance. Autre avancée toujours dans cette région. Alors on a Kupiansk qui est ici, que vous voyez là. Et bien au nord de Kupiansk, l'armée russe a pris le contrôle du village d'Otradnoye qui est ici, donc tout près de la frontière avec la Fédération de Russie. Vous voyez, la frontière est marquée là, c'est ce gros trait rose. Voilà, le village d'Otradnoye a été pris sous contrôle par l'armée russe. Alors à Kupiansk, justement, Kupiansk, la situation de l'armée ukrainienne devient assez mauvaise. Il y a de moins en moins, on va dire, d'entrée dans la ville, en tout cas en dehors des soldats, des volontaires essayant d'évacuer les derniers civils. Il y aurait encore plusieurs centaines de personnes là-bas. Et quelques policiers, il reste plus rien, il n'y a plus de médecins. Donc la route que vous voyez ici qui mène à Kupiansk, comme vous pouvez le voir, elle est très très près des zones qui sont contrôlées par la Russie. Et donc cette route est devenue une véritable route de la mort, extrêmement dangereuse pour se rendre dans la ville. En tout cas, l'armée russe continue d'avancer dans Kupiansk. Alors, si on descend jusqu'au niveau de Liman, alias Krasny Liman, donc Liman, alias Krasny Liman, qui est ici. À Zarechnoye, l'armée russe continue de progresser. Vous voyez, on avait, si vous vous souvenez, un système un peu en millefeuille avec une zone sous contrôle russe, une zone sous contrôle ukrainien, une zone sous contrôle russe, une zone... Bon, ça commence à devenir un peu plus compact, un peu plus homogène à ce niveau-là.
Et l'armée russe a libéré ici le village de Derilovo, qui est ici, et a commencé à pénétrer dans Novosiolovka. C'est cette tête de pont que vous voyez ici. Donc là, ça continue aussi d'avancer. Alors, un autre front qui non loin, alors Serebrianka, ça continue aussi. Hein. Donc toute la zone là qui est à l'ouest de Serebrianka a été prise sous contrôle par l'armée russe. Donc vous voyez, toute la forêt est désormais complètement sous contrôle de l'armée russe jusqu'ici, jusqu'à Yampol quasiment. Et donc là, l'armée russe a pris le contrôle de cette zone-ci. Donc on continue d'avancer près de Dronovka. Alors, si on descend un petit peu, donc là on a la ville de Seversk, hein, vous vous souvenez, cette ville extrêmement compliquée à prendre. Et bien au sud de Seversk, l'armée russe a libéré le village de Pereyezdnoye qui est ici. Donc c'est cette petite forme là, avancée au sud. Donc ça, c'est un front qui se met enfin à avancer après plus de 2 ans quasiment sans mouvement majeur. Alors, on continue à descendre un petit peu vers le sud. Nous avons ici la ville de Tchassov Yar. Eh bien, l'armée russe a libéré cette semaine le village de Maïskoye qui est ici. Pareil, cette petite avancée, cette petite tête de pont ici. Voilà, donc ça c'est le village de Maïskoye qui a été libéré par l'armée russe. Alors, on va continuer à descendre. Alors, là, donc on a Konstantinovka. Konstantinovka, où vous voyez bien que la ligne de front s'est extrêmement lissée, c'est ce que je vous avais dit. Donc les creux qui étaient ici, et il y en avait un ici et un ici, se sont aplanis, et donc petit à petit le front se rapproche de Konstantinovka. Si on continue, alors on passe ici, donc dans cette fameuse percée qui est au nord de Pokrovsk. Voilà. Alors là, il y a eu une avancée, à savoir que l'armée russe a pris le village de Nikhanorovka, l'a libéré et est allé même un peu plus loin à l'ouest, jusqu'à cette gare de Mertsalovo. Donc là, de nouveau, la percée s'agrandit. Donc ça, c'est pas très bon pour l'armée ukrainienne. L'armée russe est en train de redévelopper une petite avancée ici, vers Dobropolier. Alors vers Mirnograd, pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Ni au sud de Pokrovsk. Ici, il y a eu un petit lissage entre Kotlino et Udachnoye. Donc là, entre autres, ces champs là ont été pris sous contrôle par l'armée russe au nord de la route, donc qui mène de Dnipropetrovsk à Pokrovsk. Alors, on va passer en région de Dnipropetrovsk, puisque l'armée russe continue de progresser dans cette région-là. Où elle a entre autres pris le contrôle de 2 villages de plus, Stepovoye ici et Kalinovskoye ici. Donc là vous voyez, c'est la frontière entre la République populaire de Donetsk, Dnipropetrovsk. Voilà, donc là on continue d'avancer ici et ici. Alors pour l'instant ça bouge pas au niveau de la frontière entre la RPD et Zaporozhye. La région de Zaporozhye. Par contre, ça continue d'avancer ici, vous voyez, au sud de Stepnogorsk. On avait cette espèce de petite langue là qui s'était avancée ici. Et donc là, maintenant, ça avance aussi au sud-ouest de Stepnogorsk. Et donc là, vous voyez une continuité désormais qui s'installe. Donc je pense que le prochain mouvement, ça va être ici.
Ça va se lisser. Et les gars vont continuer à avancer vers le centre de Stepnogorsk. Voilà. Donc voilà quelle est pour l'instant la situation militaire. Hein, d'ailleurs, si vous voyez la taille de la carte, et vous comparez avec les délires de M. Macron, avec ses histoires de 1% du territoire ukrainien passé sous contrôle russe depuis le début de l'opération spéciale, vous vous rendez compte que c'est du gros bullshit. Parce que bon, tout ça là, voilà, tout ça c'était auparavant à l'Ukraine. Bon, ça fait pas 1% de ça. On est bien d'accord. Je pense que n'importe qui ayant fait des maths, au moins jusqu'au CM2, est capable de s'en rendre compte. Alors on va parler aussi d'autre chose qui est en train de se passer chez le voisin ukrainien, à savoir la Moldavie, ce fameux petit pays que vous voyez là. Et ici, ce que vous avez en violet un peu plus foncé, eh bien, c'est la République de Transnistrie. République de Transnistrie et République donc, de Moldavie, où ont lieu actuellement des élections. Des élections qui sont très mal parties pour le parti de la présidente roumano-moldave Maia Sandu. Donc elle a tout fait de nouveau pour trafiquer les élections, comme les 2 dernières fois, à savoir seulement 2 bureaux de vote à Moscou pour toute la diaspora moldave qui se trouve en Russie, alors qu'ils sont extrêmement nombreux, alors que dans les pays européens, ils ont ouvert plein de bureaux de vote partout. Là, on a obtenu des images de la frontière entre la République de Transnistrie, donc qui a fait sécession de la Moldavie après la chute de l'URSS, mais qui est reconnue par la Moldavie comme étant son territoire et ses citoyens. Donc normalement, ils ont le droit de voter. Sauf qu'en réalité, ils ont organisé un immense bouchon en restreignant la circulation à une seule voie, soi-disant pour faire des travaux qui sont inexistants, avant de dire qu'en fait ils ont un problème d'informatique, donc ils peuvent pas vérifier les voitures. Donc vous avez une file d'attente de plusieurs kilomètres, le but étant bien sûr d'empêcher les gens de voter contre le parti de Maia Sandu. Et au cas où, elle a de toute façon la carte Joker, elle a déjà dit qu'il y avait des ingérences étrangères dans les élections, et que donc au pire elle annulera les élections, voilà, comme ils avaient fait en Roumanie, en hurlant à l'ingérence russe inexistante, pour virer le candidat qui ne convient pas. Voilà. Mais ce pays-là est officiellement une démocratie. Voilà, je vous laisse conclure vous-même ce qu'il en est. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer quand même en quoi cette pratique est bien commode pour faire en sorte d'obtenir le résultat souhaité à la sortie des élections, en empêchant ceux qui sont les plus anti PAS, qui est le parti de Madame Sandu, de voter, et puis au cas où, si ça suffit pas, il suffira de hurler à l'ingérence russe, et puis ça passera comme une lettre à la poste, et il suffira d'annuler les élections, et on recommencera pour un autre tour. Voilà, en magouillant encore un petit peu plus pour que cette fois ça passe. Moi, ma question, c'est quand est-ce que les Moldaves vont se réveiller, parce qu'ils se sont fait enfumer lors des dernières élections présidentielles, ils se sont fait enfumer lors du référendum d'adhésion à l'Union européenne. Vous allez vous laisser enfiler comme ça pendant combien de temps, sans vaseline? Parce que ça vous a pas suffi de voir ce que le laisser-faire a fait aux pays voisins. Je veux dire, vous êtes juste à côté de l'Ukraine, vous êtes bien placé pour savoir ce qui s'y passe. Donc à un moment, il faudrait vous réveiller avant de finir comme votre voisin, quoi. Parce qu'une fois que ce sera le cas, il sera trop tard pour dire « Ah bah oui, mais on était contre Madame Sandu. » Oui, mais bon, si vous la laissez trafiquer les élections à chaque fois et que vous dites rien, qui ne dit mot consent, comme dirait l'autre. Bref. Donc voilà la situation. Je pense que une fois qu'elle aura bien trafiqué ces élections, ils vont nous organiser après une petite provocation en Transnistrie. Donc ça sent assez mauvais. Voilà.
Je vous dis à vendredi prochain pour le prochain Directière Stream, dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation, et d'ici là, portez-vous bien.